Salut à tous, bienvenue donc sur notre chaîne YouTube, de retour avec une nouvelle vidéo après quelques semaines de pause suite à notre essai de la Black Series. Exactement, une voiture voiture très sportive. Beaucoup plus radicale dans un autre segment, effectivement, où l'efficacité, on l'avait dit en conclusion, était le maître mot et les performances. Là, voilà, on attaque. On change de registre. On change de registre. On est vraiment sur l'élégance, le grand tourisme et puis quand même dans une version extrêmement rare et radicale, V12 Vantage Roadster, 249 exemplaires au monde. Quelque chose de badass malgré tout, hein. C'est du grand tourisme là, mais c'est pas non plus la voiture du grand-père a priori. Ah bah ça c'est sûr, on espère. On n'est pas là pour se promener et on aime bien, vous le savez, tordre le cou un peu à l'image Aston Martin trop pépère, bien qu'effectivement ce soit des autos qui soient destinées à rouler sur route ouverte. Et puis voilà, l'analyse de cette voiture va être de comprendre exactement où elle se situe entre la sportive, pure et dure, et la GT, ce sur quoi on l'attend généralement, en tout cas chez Aston Martin. Et puis Aston Martin, faut le redire, c'est une marque qu'on affectionne particulièrement. On a vendu énormément de V12 Vantage ancienne génération avec le V12 Atmo boîte méca. C'est peut-être ce qui nous a aidé aussi à nous développer parce que c'est une voiture qu'on adorait, qu'on trouvait sous-cotée, qu'on trouvait sous-évaluée aussi. Ouais. Et donc, quand Aston Martin a déclaré qu'ils allaient ressortir ce V12 dans cette nouvelle version, on était excités comme des puces, on avait hâte de l'essayer. Ouais. On a eu l'occasion d'en dealer quelques-unes, d'en côtoyer quelques-unes, on va dire. Et là, on en a une en stock actuellement, en roadster, dans une très belle config. Donc, on s'est dit que c'était quand même l'occasion d'en essayer une et faire un essai un peu poussé. Et puis tout simplement, la presse, on a fait le tour avec Pierre. Hein. Ouais. On n'en a à peu près jamais parlé. Il y a des essais de coupé, il n'y a pas d'essai de roadster. On va peut-être être les premiers en France à faire un essai de roadster. Donc, vous faites bien d'être sur notre chaîne. Et puis, on va tout de suite démarrer avec le tour de cette voiture qui est... En tout cas, on va monter dedans, mais le tour de cette voiture qui est juste hors norme, puisque configuration Q, catalogue Q, donc c'est donc le catalogue hors catalogue de chez Aston Martin. Et là, il y en a à foison, c'est un régal. Donc Jordan va pouvoir vous montrer tous les détails. Il passait des heures parce que très honnêtement, c'est somptueux. Voilà. Bon, si je comprends bien, Silver est déjà installé, donc on est pressé, on y va. Dans une Aston, je monte immédiatement. Tu perds pas de temps. Je me sens à mon aise. Allez, on y va. De toute façon, je crois que c'est mon tour de commencer. Hop là. Vous avez remarqué mon code couleur vestimentaire aujourd'hui? C'est du sur-mesure. Voilà, je trouve que la composition des couleurs, voilà, la manière dont c'est fait, c'est les matériaux, il y a rien à dire. La qualité des matériaux. L'Alcantara, là, tout est magnifique. Le carbone bleu, alors tout ça, c'est option Q, bien entendu, avec les palettes bleues également. En fait, c'est marrant, le code couleur, tout se marie parfaitement. On s'arrête pour faire un tour, mais là, on monte et on fait déjà le tour parce qu'en fait, on est bloqué. On en prend plein les mirettes. C'est vrai que j'ai même pas pensé à la démarrer du coup, parce qu'avant même de s'asseoir… C'est en rouge, c'est devant toi. Voilà. Et donc, petit détail, on a parlé de 249 exemplaires. Avant de rentrer dedans, on survole une petite plaque. Ouais. Celle-ci, c'est la numéro 11 sur 249. Limitée et numérotée, contrairement à pas mal d'autres constructeurs qu'on ne citera pas. Donc voilà. Bon allez, maintenant, c'est le moment quand même de… Dernier V12 de l'histoire, Aston Martin. Exactement. Si tu le permets, pour ne rien gâcher, étant donné qu'on a déjà utilisé à de multiples reprises les V12 nouveaux modèles, j'ai envie de passer tout de suite en mode track. Et si tu accélères un peu, tu verras ça. Oui, c'est vrai qu'elle est chaude. Putain. Ah oui, d'accord. J'adore. Les routes. À 2500 tours minute, tu as déjà envie d'en découdre. Je vais attraper ma très belle ceinture. Allez hop. Sur mesure avec le reste. Exactement. C'est parti, c'est une Aston, ça démarre tout seul, c'est facile. Ça braque, on est bien assis. C'est facile, les petits boutons. Les sièges, c'est des baquets, mais ils sont réglables électriquement à mémoire. Voilà. Parce que quand même, faudrait pas être trop roturier. Allez, c'est bon, on y va. Voilà, je disais que French Riviera, ou Miami. En fait, lunettes de soleil de rigueur déjà parce qu'il y a du soleil et surtout parce que l'habitacle est bleu et blanc. Donc c'est quand même… C'est bien, ça va nous mettre en valeur, cette luminosité. Franchement, ça te va bien au teint, je trouve. Ça va être exceptionnel, vraiment. Ça te va bien au teint, Pierre. On va peaufiner le bronzage, si tant est qu'il en reste. Bah non, là, franchement, il en reste pas beaucoup. L'été est tellement loin. Madame, bonjour. Une cliente qui nous voit partir Monsieur a préféré, tel deux Playboy. A préféré laisser sa femme dans la voiture. Oui, il a laissé sa femme avec le chien dans la voiture. Allez, on va fermer le portail. Hop là, c'est parti. Avant tout. Et Jordan qui est bien installé dans le coffre de la Skoda là. Comme nous. Bon attends, on va se mettre en confort quand même, on va faire les choses dans l'ordre. Exact.
Ah, bah déjà, tu vois. Ça donne envie de partir en week-end. Ouais, je hein. me sens bien, c'est confortable, c'est pas tape-cul. D'habitude, on est là, on fait attention dès qu'on prend un dos d'âne, etc. Là, tu te sens plutôt à l'aise. Ouais, alors quand même, il y a une lame en carbone qui est bien énorme devant. C'est vrai. Mais en amortissement, c'est quand même... Là, c'est facile. Hein. C'est Sopol. On en profite. Bientôt, ça sera l'hiver. Bah, c'est certainement la dernière vidéo décapotée de l'année, hein, je pense. Hein. Ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'il y a un feulement très typique à la V12 New Vantage que j'ai jusque-là jamais entendu sur aucune Aston Martin V12, même V8 d'ailleurs. C'est très fin, assez discret, c'est chic en fait, je trouve. Ouais. Ça en fait pas trop, mais c'est quand même, on sent qu'il y a du coffre quoi. Ouais. C'est généreux. Pour l'instant, c'est facile à utiliser. On sent qu'on est dans autre chose qu'une V8 Vantage parce qu'évidemment, ça a les mêmes lignes principales qu'une V8 Vantage. Ouais. On sent qu'on est dans quelque chose de plus volumineux, un peu plus violent tout en roulant doucement. Déjà, les sièges concourent pas mal aussi à je trouve, le changement principalement, parce que là, on est dans l'habitacle. Déjà, ces sièges-là, alors qu'ils permettent un allègement assez important, je crois que c'est 7 kg. 7 kg par siège. Par siège. Ouais. On est bien installé, ça reste débaqué, mais moi je les trouve assez confortables, au contraire de ce que j'ai pu lire ailleurs. Réglables électriquement, ils sont plus confortables que les 918 hein, de chez Porsche. Ça fait 918, Senna, les sièges des Lambeaux, j'en parle même pas. Ouais. Vous avez cette petite, alors on vous la montrera après, mais une petite languette qui est assez stylée. C'est vrai que c'est semi-électrique en fait, hein, parce que ça c'est pour régler l'assise. Ça c'est pour régler, ouais. Et alors, parlons un peu de la jeunesse, de l'histoire d'Aston Martin. Mais Pierre! Non mais attends. Mais voilà, j'allais. On est quand même pas des amateurs. Hein. Exactement. J'allais y venir exactement au même moment. Voilà. Alors, genèse. La V12. De la V12, oui, on va faire assez court. Voiture qu'on aime particulièrement. J'ai lu chez Aston qu'en 1954, dans une voiture de course, ils avaient déjà mis un V12 dans une petite caisse, V12 à l'avant, 2 places. Bref, le vrai truc, c'est 2009. Voilà, V12 Exactement. Vantage, première 2009, génération. À la suite du succès donc, de la V8 Vantage qu'on connaît, la petite V8 qui était là pour concurrencer la 911 de chez Porsche, ils se sont dit, tiens, je ne sais pas qui s'est dit ça, mais alors c'est un génie, fou, mais génie. Ouais, un anglais quoi. Ils se sont dit, on va mettre le V12 de la DB9, enfin le V12 Aston hein, qui existe depuis longtemps, dans la petite caisse de chez Aston Martin, couplé à une boîte méca, couplé à une carrosserie un peu bodybuildée. En fait, ils avaient fait un concept qui s'appelait la Vantage RS. Et quand on avait lu ça, déjà, on va peut-être remonter les fenêtres. Moi, je n'ai pas remonté ma fenêtre, je suis un peu généreux. Effectivement, on a été tous enthousiasmés parce que qui ne rêve pas d'une Aston Martin, donc avec tout ce que ça comporte en termes de classe, en termes d'élégance, de regard des autres, très positif, l'image d'Aston Martin, de James Bond, et quand même un petit côté un peu badass, un peu rock'n'roll, un peu track day quoi. Mais je sais pas. Mais... Aston a toujours manqué un peu ça. James Bond a toujours œuvré pour cette sportivité, parce que James Bond, ok, c'est un gentleman, il roule tranquille quand il est avec la James Bond Girl. Mais par contre, il y a toujours une course-poursuite dans un James Bond, et une course-poursuite, on ne la fait pas avec une Bentley, on la fait quand même avec une sportive normalement. Exactement. Et les concurrentes sont souvent des Jaguars d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que du coup, Aston, moi je trouve manquer peut-être un peu de témérité dans les choix sportifs. Et là, clairement, suite à la V12 Vantage, moi j'en suis tombé amoureux en fait de cette première génération, donc clairement. 2009. Et ensuite cette V12 Vantage, ils l'ont bonifiée puisqu'il y a eu une phase 2, donc V12 Vantage S, qui a amené un petit peu plus de puissance et de principalement de sportivité, de meilleure répartition des masses. Ils ont reculé le V12 de plusieurs centimètres. Ils ont boîte robotisée principalement. Boîte robotisée qui était censée être rapide et sportive. Bon, c'était pas ce qui se faisait de mieux, mais ça avait le mérite d'être brutal. D'être viril, comme l'était cette voiture d'une manière générale. Comme l'était une Scoot ou un peu une 599 on va dire. Voilà, donc ils ont sorti quand même plusieurs versions, la S, ensuite la S AMR, ensuite la S boîte méca avec une boîte 7 série limitée. D'ailleurs ils avaient dit que ce serait la dernière boîte de l'histoire d'Aston Martin en manuel. Finalement après ils ont sorti la V8 New Vantage AMR avec la boîte méca. Donc bon, il y a tout un tas d'histoires à raconter sur cette V12. Accessoirement la GT12 qui est une des masterpieces d'Aston Martin mais de l'automobile en général. Ah bah oui. GT12 que nous avons essayé sur cette même chaîne. Essayé d'ailleurs, vous pouvez retrouver aller regarder lien. cette vidéo. Blip. Et effectivement, derrière ça, ils ont même fait une itération AMR sur la V12 dernier modèle Atmo avant, badaboum, de faire ça sur la toute nouvelle caisse, donc la nouvelle Vantage,
Donc effectivement, ils avaient fait la V8, ils ont fait une V8 AMR sur la nouvelle, je parle, et ils ont même fait une édition F1 qui était un petit peu, qui est déjà le pace car en F1, justement en Formule 1 dans le championnat, mais qui était censée être la version la plus sportive. Et pour tirer un petit peu un trait sur les anciennes motorisations Aston Martin, dont fait partie ce V12, ils ont décidé de faire une série spéciale hommage aux générations V12 précédentes et hommage à ce moteur, qui donc sera, selon les dires d'Aston Martin, et hormis la Valour qui vient d'être présentée, le dernier V12 de l'histoire de la marque. Voilà. V12 biturbo, 700 chevaux, 750 Nm. Et donc dans cette version-là, on retrouve un petit peu un condensé de toute l'histoire, de tout ce qu'on vient de vous raconter. Quelque chose de bodybuildé, quelque chose de viril, mais en même temps polyvalent, et quelque chose de radical esthétiquement, parce qu'on a mentionné rapidement cette GT12 qu'on a essayé et qui est une voiture qu'on adore, qui est quelque chose totalement sans compromis. Ouais, dans la galaxie Aston, c'est une supernova. Ouais, c'est un extraterrestre. C'est un truc qui est en feu et qui traverse le ciel. C'est une comète. Un extraterrestre total. Exactement. Et il y a de cet extraterrestre dans cette V12, surtout quand on prend l'aérokit avec l'aileron. Alors au niveau du look, sur cette voiture, clairement au niveau de la présence, c'est une voiture qui est à 100% dans la target. C'est musclé, c'est posé, ça a une bouche énorme. Je vais quand même passer en mode sport. Pour voir. Je pense que j'aurais pas assez de gel pour la fin de cet essai. Moi c'est pareil, c'est fini la coiffure. Alors une belle allonge. Ça déjà on peut en parler. Ça a toujours été le cas quand même des V12 Aston Martin. Leur allonge, là où on l'attend au tournant, c'est quand même sur les points qui ont toujours été les points forts d'Aston. Sonorité. Ligne. Pour la ligne, pour moi, c'est un sans faute. Sonorité, tu vois. J'attends encore de voir ce que ça va donner au cours de cet essai. Et là, c'est vrai qu'avec le bruit du vent. Et puis elles ont toujours été fun. On perd un peu l'intérêt de la là, on roule assez vite, on est sur l'autoroute. Le bruit d'échappement est avalé par le vent, malheureusement. Mais quand même. Et le fun, quand même. On le sent. Le fun, parce que toutes ces générations V12, c'était quand même un gros moteur à l'avant, c'est quand même assez lourd. Mais elles ont toutes été sympas à emmener. Que ce soit la première, la deuxième. Donc finalement, avec cette itération finale, en tout cas en termes de look, on s'attend, et en termes de communication sur le site d'Aston Martin, à un truc complètement déluré, en fait, ultra sportif. Et déjà, ce qu'on peut dire en une dizaine de minutes, c'est qu'au niveau déluré, j'ai connu un peu plus rock'n'roll. Là, ce qu'on a, c'est un produit maîtrisé, confortable, extrêmement bien fini. On sent vraiment à son aise dans cette Aston, quoi. La boîte est vraiment très rapide pour une boîte auto. C'est une boîte spéciale. Oui, boîte spéciale, il y a quelque chose à dire de très intéressant que Pierre et moi ignorions avant de faire cette vidéo. C'est qu'en fait, ce n'est pas la boîte de la DBS Superleggera, c'est la boîte de la V8 F1 qui a été adaptée au V12 et qui du coup, en fait, parce que la boîte de la DBS ne rentrait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place dans la voiture. Le challenge de cette voiture, c'est de faire rentrer le gros moteur dans la petite caisse. Là, il n'y avait pas assez de place dans cette voiture pour accueillir la boîte de la DBS, donc c'est la boîte de la V8 qui du coup réduit un peu la puissance et un peu le couple. Au lieu de 720, on passe à 700, voire un tout petit peu en dessous. Les Anglais disent 690 BHP. Voilà, ils ont arrondi à 700 chevaux et ils sont bel et bien là. C'est quand même un V12 biturbo, ils sont là. Mais là, on aurait tendance, aujourd'hui on s'est habitué aux boîtes double embrayage extrêmement rapides. Et franchement, là, ça vaut bien une boîte double embrayage. Justement, ils ont aussi revu la rapidité, le changement de rapport. Ils ont adapté et la direction et les suspensions, donc ils sont plus fermes. Les ressorts, les barres anti-roulis. Il y a énormément de choses en dehors de l'aéro et de la ligne qui sont différentes. C'est très ferme, mais pas inconfortable, je trouve. Tu sens que c'est. Alors là, j'ai mis le mode sport moteur. Par contre, j'ai pas mis l'amortissement. Et tu joues avec les palettes en manuel. Je suis normal. Oui, je suis en manuel. D'ailleurs, les palettes sont super belles et assez grandes. Elles sont grandes, c'est des palettes fixes. Elles tournent pas avec le volant, ce qui est plutôt pas mal. Je préfère parce que sinon après. Et le toucher de la palette est ferme. Enfin, je trouve que c'est viril, un peu comme la voiture. C'est agréable. Franchement. Ferme et viril. Extrêmement musclé surtout. Et les trapèzes incroyables.
Bref. Reprenons. Non, musclé. Je suis pas aussi musclé que cette voiture quand même. Hein. Bah franchement, pour être aussi musclé que cette voiture, il faut être bodybuilder. Mais ça va venir, c'est sûr. Parce que là, quand même vraiment. Alors sachez d'ailleurs, on parle de ça, que la voiture fait 40 mm. Donc en gros 4 cm, si mes calculs sont bons. Ouais. En plus, en largeur, et de Dieu, ça bouge un peu. Ça ouate et ça bouge un peu. Donc, bizarrement, je trouve qu'à ce régime moteur, il n'y a pas autant de coupe que ce à quoi tu t'attends. Ouais. Et mais je l'ai lu sur d'autres essais, effectivement, où ils disent que la boîte et les aides, ça permet de bien maîtriser. Le régime moteur est vachement lissé pour qu'elle soit finalement efficace sur piste, qu'il y ait moins d'entrée brutale du turbo. Et finalement, la courbe est extrêmement lissée de haut en bas. Ouais. Ça permet une meilleure utilisation. C'est une Aston Martin. Faut pas oublier, on n'achète pas ça comme une... je sais pas à quoi on pourrait... à quoi on pourrait ne pas la comparer en fait, parce que... À quoi on pourrait comparer ça en cab? Une TDF Aperta, donc une F12 TRS, donc une 812 compétition Aperta. Voilà. Mais bon, c'est tellement plus moderne. C'est plus rare, surtout. Alors ça, c'est plus rare. Mais la 812 est plus moderne en termes en termes de technologie. Il y a un travail, je pense, un peu plus important sur les trains roulants. C'est une voiture plus aiguisée. Chez la concurrence, c'est plus radical, c'est plus travaillé. Mais c'est vrai qu'en termes de rareté, en termes de produits, V12 avant, série limitée d'une série radicale, d'une série limitée en coupé. C'est un peu un truc antinomique d'ailleurs, c'est comme une... Mais nous, on parlait... C'est antinomique d'avoir un cab d'ailleurs sur une version radicale. Encore une fois, on parle je reparle de la GT12, qui est une voiture qui nous a marqué. Mais elle n'a de la GT12 que le look vraiment déluré. Nous, quand ils ont présenté cette voiture, on s'est dit ok, ils vont sortir l'héritière de la GT12. C'est pas du tout le cas. Alors, non, c'est pas le cas. Dommage d'un certain côté, mais d'un autre côté, tant mieux pour les utilisateurs. Exactement, tant mieux pour les utilisateurs parce qu'une GT12, on en a vendu pas mal. C'est une voiture d'ultra puriste, sans compromis. Il n'y a que les ultra puristes qui les gardent. On a choqué 2-3 clients à qui on a vendu des GT12 qui les ont pas gardés assez longtemps parce qu'ils ont trouvé ça trop radical. Pas assez Aston Martin. Alors nous, c'est ce qui nous avait plu sur cette GT12. C'est total, nous, c'est ce qu'on a adoré. C'est surprenant. Et là, finalement, c'est le retour de l'ADN véritable d'Aston Martin dans une voiture badass, ardos, mais sans pour autant être trop. Et quoi qu'il arrive, là où je te rejoins, c'est qu'on n'a jamais dit d'Aston Martin que c'était des outils pour le circuit. Ah non, bien sûr. Qu'elles font parfaitement ces voitures. Et d'ailleurs mieux que la plupart des concurrentes, parce que comparé à Bentley, elles le font avec plus de style. Comparé à Porsche, elles le font avec également plus de style, plus d'élégance, plus de rareté. Comparé à Ferrari, avec plus de confort. Comparé à Maserati, avec une image qui pour moi est au-delà, avec une motorisation qui est bien souvent supérieure. Bref, je trouve que Aston Martin, pour faire du grand tourisme, c'est quasiment imbattable. Pour partir certaines fois en vacances, en week-end, pour aller au restaurant, pour profiter quand même d'un certain confort, mais d'une classe folle, c'est dur de faire mieux que cette marque. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, la vitesse de rapport des passages ou le 0 à 100 ou le comportement lorsque vous êtes à la corde et que vous prenez les freins et que vous remettez gaz, ça a moins de sens. Finalement, sur route ouverte, c'est quand même une folie, quoi. C'est parfait, c'est la polyvalence pour moi parfaite. Il ne faut pas s'attendre à aller la mettre sur un circuit et encore moins en version cabriolet, bien entendu. Mais par contre, puisqu'on cherche à la comparer avec autre chose, c'est en termes de prix et en termes de philosophie assez comparable à de la 812 et de la 812 GTS. Aujourd'hui, GTS, bien sûr. GTS. Mais sauf que là, dans cette configuration-là, qui est quasiment un tailor-made, c'est spécial. Carrément pas cher par rapport à une 812 GTS, puisqu'une 812 GTS tailor-made, ça vaut minimum 600 000 euros. Ah bah minimum. Sauf qu'ils en ont fait combien des 812 GTS? 2500. 2005 ou 3000. Là, on est dans l'une des 249 voitures au monde. Exactement. C'est hallucinant, vraiment. C'est hallucinant. Donc, c'est finalement comparable, mais incomparable. Mais d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, quand vous voyez l'augmentation des prix en général de toutes les voitures qui sont en production et qui ne sont pas en série limitée, ça reste, s'il vous plaît, écoutez-nous, assez scandaleux que des autos aussi rares, aussi exclusives, configurées avec autant de goût aujourd'hui et qui soient tellement hors normes à voir rouler. Parce que croyez-moi, vous voulez... Cet été, j'ai fait l'essai. J'étais en V12 Roadster, notamment sur la Côte d'Azur. Les gens, quand ils voyaient cette voiture, mais les voituriers, les gens dans les hôtels, ils étaient ébahis. Et franchement, pour le prix, en fait, ça ne se retrouve quasiment nulle part ailleurs. Et surtout, c'est méconnu, quoi. On est dans un tunnel, quand même. Oh là là. Waouh.
Ah oui, ça... Oh, dans les tours, il se passe quelque chose, hein. Ah oui, ça chante aigu, hein, dis donc. Et alors ça pétarade des fois aussi, j'adore. Mais... Alors pas à chaque fois, là, tu vois, ça l'a pas fait. Ouais. Putain. Ah oui. Ça marche. Ça hurle, hein, quand même. Ça manque un... Ça me fait chier de dire du mal, mais quand même, ça manque un peu de coupe. Bah, c'est étonnant, il y a quand même énormément de coupe et effectivement tu le sens pas, c'est très lissé. Il est lissé le coupe. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à... que ça arrive à, je sais pas, 4500, 5000. Peut-être qu'il faut enlever un peu d'aide. Peut-être. Peut-être que ça jugule vachement l'électronique parce que bon, il y a quand même des chevaux. C'est assez lissé pour du biturbo quand même. Mais le développeur qui a tiré sa révérence ensuite, hein, Tobias Mowers, qui était un ex de chez AMG, qui avait développé notamment les Black Series et tout, a aidé à développer cette voiture. Donc je pense qu'il a voulu en faire un truc assez efficace et sportif. C'est flat hein, en virage. Hein. Oui, c'est très posé, ouais, j'ai l'impression que c'est impressionnant. Et c'est lourd quand même, et pourtant ça a l'air assez posé. Mais du coup, ils l'ont équipé cette voiture, au contraire de ce que sa dénomination radicale le laisse penser, ils l'ont équipé de pilote sport 4S et pas de Cup 2. Bah, et c'était un vœu de Tobias Mowers pour la polyvalence. Pour la polyvalence, ce serait une erreur de mettre... Mais du coup, il y a toujours cette confrontation entre look et utilisation réelle. Du coup, est-ce que les gens vont... À ce moment-là, je vais te poser une question piège. Quel est l'intérêt par rapport à une DBS Superleggera à volante? Ou une Ultimate? Série limitée, look complètement différent. Ça s'adresse à des gens qui veulent... C'est une histoire de look et de dynamisme quand même. C'est plus des esthètes. Là, c'est un unique de place avec un petit coffre. Ça s'adresse peut-être... La DBS Superleggera sera encore plus polyvalente. C'est encore plus polyvalent. C'est une histoire de dynamisme et effectivement de look. Par contre, en ressenti châssis, pour l'instant, de ce que j'ai conduit, c'est beaucoup plus dynamique qu'une DBS Superledge. Ouais, c'est beaucoup plus efficace en fait. Mais vraiment. C'est vrai que ça a l'air de virer vraiment à plat. En moteur, c'est pas révolutionnaire. En moteur, je trouve qu'on n'entend pas assez le bloc, moi. Ouais. On sent que c'est en charge, mais ça s'ouvre, ça se lâche pas complètement. On a envie qu'elle gueule et elle en comportement, je trouve ça n'a rien à voir avec une DBS Superleggera. T'es en quoi en suspension? J'ai mis sport normal, j'ai pas mis sport plus. Bon, je peux mettre. Hein. Vas-y, pour voir. Hein. De toute façon, là, le bitume, il est parfait. Donc je suis en track. Ça pète un peu à l'échappement. Hein. Ah, ça bouge un peu. Ouais. Ça passe quand même, ça passe au sol. Ouais, ça passe bien. Hein. Mais c'est marrant, on dirait que très haut dans les tours, il s'étouffe un peu et en bas, il se lâche pas complètement. Faudrait que ça fasse un tout petit peu plus de bruit. Ouais, t'as envie de... Après, on est décapoté, ça avale un peu le bruit. Mais t'imagines que dans un coupé, du coup, ce qui se passe, dans un coupé, tu dois te faire chier quand même. Non mais... Je te rappelle qu'on a vendu des coupés, donc... Oui, mais j'invite ces gens-là pas cette vidéo qu'on aime énormément et les configs qu'on a vendus sont hors normes, de mettre un petit échappement. Vous allez chez Quicksilver. Ouais, il faut. Alors je sais que le nom ne fait pas rêver, mais pour le coup, ce qu'ils font, c'est génial. Ouais. Vous allez chez Quicksilver, vous mettez une ligne d'échappement, je pense que vous réglez le problème. Pour moi, il faut mettre un échappement sur cette voiture. Je pense qu'il faut mettre un échappement. D'accord. Pourtant, on n'est pas très tuning chez nous, chez Moteur Essence. Non. On n'aime bien quand même quand ça... On n'aime pas bidouiller les voitures. Un échappement, c'est pas du tuning, ça améliore le ressenti, donc c'est pour le bien, on va dire. C'est pour le bien de la voiture. Exactement. Parce que tu vois, c'est vrai que ça dépend de certains cas. Des fois, tu as l'impression que d'un coup, elle se lâche un peu. Ouais. Quand tu arrives vers 3000 tours minute, elle prend du coffre en voie, mais quand vraiment tu vas la solliciter et dire allez, c'est bon, c'est le moment où je veux vraiment envoyer les watts, c'est là où tu restes un peu sur ta faim. Ouais, mais par contre, ça mérite quand même un essai sur de la route de montagne ou un truc comme ça, parce que tu as de la relance. Avec le turbo du V12, je trouve que sur le train avant, on ne ressent pas le poids. Là, c'est classe. Là, tu passes, tu fais pas chier les gens. Le bruit, il est fin, il est élégant. Avec la résonance des murs, là, c'est sympa. C'est incroyable. Non, sur le train avant, pour l'instant, je trouve qu'on ne ressent pas trop le poids du V12. Ouais. On ressent quand même du couple à barrigine. C'est pas comme sur l'ancienne V12, par exemple, qui était uniquement un V12 Atmo, qui était rock'n'roll, mais tu avais quand même un couple qui arrivait à 4000 tours. En dessous, il ne se passait pas grand-chose. C'était un peu mou. Et surtout, tu avais un ressenti de poids sur le train avant qui était monumental. Parlons-en d'ailleurs du poids. Tu avais un éléphant sur le train avant, c'était désagréable. Parce que là, j'ai lu qu'il y avait une répartition 53-47 de mémoire, donc 53% à l'avant, 47 à l'arrière. C'est plutôt bien. Pour être rejeté à l'arrière, ce qui est une prouesse quand même, parce que sachez que ça fait 200 kg, je crois, de plus qu'une V8. Et pourtant, il y a un allègement qui, entre autres, les freins céramiques, c'est 20 ou 23 kg d'économiser, la ligne d'échappement, c'est 8 kg, les sièges, c'est 7 et 7. Et puis, vous avez du carbone à foison, le capot, la malle arrière, vous avez pas mal d'éléments qui sont en carbone. Mais au total, c'est une voiture qui est annoncée par le constructeur Aston Martin, qui est
quand même des fois un petit peu optimiste sur ses poids à 1850 kg, sachant que le coupé fait 1795, donc 55 kg de renfort pour la structure, la capote et les renforts structurels, donc pour éviter que ça saucisse. Franchement, on les sent vraiment pas. On les sent vraiment pas. La direction est vraiment légère. On n'a rien sollicité pour l'instant. On est sur des routes secondaires assez conventionnelles. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'ils ont réglé aussi la direction. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça très léger, très agréable. Envie que ça soit un daily, quoi, cette voiture. De toute façon, ça part d'une V8 Vantage quand même, qui est déjà une très 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 bonne voiture pour ce que c'est. Mais comparativement au prix aujourd'hui, c'est génial. Ah oui, non mais moi je ne sais pas pourquoi les gens continuent à acheter des Porsche 992 2S ou 4S quand on a une V8 Vantage en face. Alors ok, il y a des places arrière dans une 911, mais bon, est-ce que quelqu'un s'en sert? Ça, je comprends pas, vraiment. Et donc ça part déjà d'une base qui est extrêmement faible, rassure, extrêmement équilibrée. Ils ont besoin d'être rassurés. C'est vrai que voilà, une fois où vous oubliez un petit peu le côté financier, parce qu'au final, maintenant, il y a très très peu de voitures qui perdent vraiment beaucoup d'argent, hormis les grosses Bentley neuves. Honnêtement, il y a assez peu d'autos qui perdent de l'argent neuves. Franchement, faites-vous plaisir. Regardez ce qui vous plaît le plus et comparez. Cherchez l'exotisme. Mettez deux autos l'une à côté de l'autre. Vraiment, faites-vous plaisir. Après, si vous êtes un fan absolu de Porsche, de Ferrari, etc., il n'y a évidemment aucun problème. Mais quand vous pouvez comparer, ne vous arrêtez pas à des jugements qui soient purement financiers. On n'a qu'une vie, il faut savoir se faire plaisir. Et on l'a nous-mêmes appliqué pour notre activité commerciale de vente de véhicules. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis et il faut en profiter. Mais pour comparer encore, moi je voulais revenir sur la comparaison avec une 812 GTS que j'ai pratiquée pour plusieurs week-ends. Et je trouve déjà c'est mieux suspendu qu'une 812 GTS, vraiment, vraiment. On peut... 812, on n'y trouve pas trop son... 812 GTS, j'avais été déçu par... Il y a un bruit qui est sympa quand même sur le V12 Atmo, fait un bruit sympa. Je pense que le V12 est un peu au-dessus du V12 biturbo quand même. C'est vrai que le V12 a beaucoup de couple, il est rageur, il est frissonnant, on va dire. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus frissonnant que ce que je ressens là depuis tout à l'heure. Par contre, en amortissement, en comportement routier... Ah mais ça, tu as envie de t'en servir. Je préfère vraiment cette voiture, mais vraiment. Je trouve qu'elle est précise, elle est agréable. Et pourtant, une 812 GTS, roue arrière directrice, machin, sur le papier, ils te sortent quand même des technos de pointe. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'en fait, moi, ce que je reproche à la 812, c'est qu'à bas régime, on s'ennuie parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et à très haute vitesse, et quand on la sollicite, c'est presque too much. Donc finalement, en fait, entre les deux, on n'y trouve pas exactement son compte. Et cette voiture, au moins à bas régime, elle feule quand même un petit peu plus, je trouve. Elle est plus confortable, elle est plus compacte. Esthétiquement, c'est beaucoup plus badass. Ouais, esthétiquement, c'est quand même fabuleux. Faut l'assumer, hein. C'est clivant. Moi, j'adore. Mais c'est peut-être moins élégant qu'une 812. C'est moins élégant que les Aston Martin habituels aussi, mais il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, quand il y a des autos qui font des ailerons de 4 mètres de haut, celle-ci, d'ailleurs, parlons-en, a l'aileron optionnel et spécifique à la V12 Vantage qui permet d'avoir 204 kg d'appui à plus de 200 km/h, c'est ça? À 200 miles, donc 260 km/h. Ah oui, quand même. Il faut y aller quand même. Oui, très vite quoi. Voilà. Mais bon, déjà je trouve que ça équilibre un peu les masses. Quand il y a pas, enfin pas les masses, mais l'impression on va dire. Quand il n'y a pas cet aileron, déjà ça ressemble trop à une V8 Vantage. C'est con, c'est comme prendre une GT3 RS sans aileron, quoi. C'est bizarre. Là, on est sur une V12, c'est la seule spécificité du produit, c'est d'avoir ses baquets et d'avoir cet aileron. Eh ben, il faut le prendre, quoi. Et puis il y a un vrai appui quand même, 200 kg, c'est pas 50 kg, il y a des ailerons qui font que 100 quand même, ça doit bouger quand même un peu. Oui, ça doit être un peu plus rock'n'roll. Allez, c'est parti, c'est une Aston Martin, évidemment, il y a 1 milliard de choses à dire sur l'esthétique de cette voiture et sur son look global et déjà les différences par rapport à une V8 Vantage qui est sa base. Elles sont en fait absolument partout. Les lignes principales sont à peu près les mêmes, par contre quand on rentre dans le détail, il n'y a rien de similaire. La grande bouche, ils ont augmenté de combien déjà? 40%, 40%, ouais.
40% par rapport à la bouche d'une V8 Vantage. Donc en fait, c'est pas compliqué, la bouche prend toute la face avant presque. Exactement, parce que évidemment, ça a une raison technique. En dessous du capot, vous avez un immense V12 biturbo qui a du mal à trouver sa place d'ailleurs, même si c'est un petit peu mieux que sur la première génération. Et puis les voies aussi sont élargies pour accueillir des pneus plus gros. Tout ça pour pouvoir digérer aussi toute cette puissance. Donc 40 mm, la voiture est plus large de 4 cm comme on le disait tout à l'heure. La lame avant génère aussi plus d'appui, elle est plus longue. Et alors là, vous avez un décroché du capot qui est franchement sensationnel. Et en plus, sur cette voiture, donc la couleur extérieure, peinture Q, c'est Caribbean Blue Pearl et également la teinte du carbone est bleue, donc vraiment la option config Q là aussi, voilà, option tailor-made en quelque sorte. Config hors norme et vous ferez attention, il y a un liseré de peinture blanche, ce n'est pas des stickers, ceci n'est pas peint, c'est dans la masse en fait. C'est dans le vernis. Dans le vernis, il n'y a pas de couche de surépaisseur. C'est vraiment impressionnant, c'est un travail de carrossier exceptionnel et donc comme le disait Silver, ce petit liseré blanc longe tout le long de la voiture, sur toutes les appendices carbone en quelque sorte. Les ailes de l'émail aussi du logo Aston. Tout est sculptural, tout est vraiment impressionnant sur cette voiture, donc qui n'a rien en commun avec une V8 Vantage, mis à part le gabarit éventuellement à peu près, et les grandes lignes, c'est tout. Se décrocher aussi pour améliorer le refroidissement des freins qui participe à l'aéro. Il est assez exceptionnel et c'est assez jamais vu sur Aston Martin qui généralement se contente de modifications esthétiques assez mineures, plutôt élégantes. Là, on est vraiment dans le sport, les étriers. Là, je trouve qu'on est dans l'héritage de la GT8, GT12. Exactement. Voilà, c'est vraiment. C'est là où on retrouvait ces formes-là. Effectivement, après, vous avez ces jantes sublimes. Donc, il y a deux types de jantes. Il y a les jantes allégées qui sont avec des bâtons et il y a moins de branches. Là, on est plus dans une configuration digne d'un roadster. Donc, ces jantes qui étaient spécifiques à la V12 ont été choisies. Également, ces étriers de frein bleus qui sont aussi une option Q. Et vous pouvez voir les galettes immenses des freins céramiques qui font plus de 40 cm de diamètre. C'est colossal, il n'y a jamais eu, je crois, aussi gros sur une Aston Martin. Je pense qu'ils ont voulu anticiper les gros freinages et c'est plutôt réussi parce que c'est une voiture qui, on en parlait, le comportement est vraiment remarquable. Le freinage est très très bien pour une voiture qui est quand même assez lourde et qui va vite en plus. Donc pour le coup, là, il n'y a pas de fausse note. Très souvent, des constructeurs, on se souvient de Audi, BMW quand ils se sont mis à faire des voitures vraiment sportives. C'était sous-dimensionné, ils s'étaient complètement plantés sur le freinage. Aston Martin, ils ont quand même en même temps de l'expérience en compétition. C'est aussi pour ça qu'ils arrivent à faire des voitures aussi passionnelles. Donc ils ne font pas d'erreur sur ce genre de technique. C'est très bien. Vraiment, mamma mia quoi. La beauté de cet ensemble, moi j'adore. Je trouve qu'en plus la lumière prend vraiment le relais. Là, on est vraiment dans des conditions qui sont top. Et puis on a de la chance, encore une fois, on fait une vidéo sur une voiture dont la configuration est exceptionnelle. Sur les 249 voitures, il doit y en avoir une cinquantaine configurées avec autant de goût, je ne sais pas, parce qu'on aime, on n'aime pas, mais de choix exclusifs. Il y a beaucoup de voitures malheureusement aujourd'hui qui sont configurées en gris, en noir. Et c'est vrai que chez Aston Martin, souvent les gens cherchent de la discrétion. Et ce serait dommage d'avoir une voiture discrète, en tout cas une config discrète, sur une telle config. Qui est une voiture aussi rare, une voiture aussi travaillée intellectuellement. Je veux dire, les gars sont quand même vraiment embêtés à développer une voiture complètement à part entière. Avec des bases évidemment communes à d'autres choses. Mais quitte à être sur une série limitée, autant y aller franchement à fond. On est sur une V12, c'est démonstratif, c'est plus sportif. On est sur un roadster, donc il faut combiner le sport et en même temps l'élégance parce que c'est un cabriolet, c'est pas destiné à aller chercher encore une fois la corde ou un temps sur circuit. Donc voilà, c'est cette espèce de compromis qui a été trouvé, je pense, par le propriétaire qui est. Voilà, il y en a pour au moins une centaine de milliers d'euros d'options. Donc on va continuer ensuite sur ces bas de caisse qui sont eux aussi en carbone bleu. Avec le prennent vraiment le flux aéro et qui viennent finir sur ces ailes bombées larges qui accueillent des pneus qui sont, attendez, je vais vous dire la taille. Donc c'est du 4S. C'est du Pilote Sport 4S et ils sont, 315/30 ZR21. C'est monstrueux. C'est, ça peut, je pense, tout aussi bien mouvoir un tank. Et donc, on comprend pourquoi ça motrice aussi bien. Alors déjà, c'est grâce à la linéarité du couple et du moteur, mais c'est aussi parce qu'ils ont prévu quand même des pneus qui sont sensationnels. Et donc là, on arrive sur la partie finale. Ma partie préférée, la partie préférée de Pierre, c'est plutôt l'avant. Ouais, je préfère un peu l'avant, moi. Moi, j'adore l'arrière, mais surtout le plein arrière. Alors déjà, je trouve que ce débord du diffuseur là, qui vient finir l'aile, il est incroyable. C'était apparu d'abord sur la Speedster qu'on a aussi au garage, avec cette sortie centrale d'échappement avec deux grosses canules qui ont été d'ailleurs allégées puisque l'échappement aussi on gagne du poids. Je crois que le métal est beaucoup plus fin.
Et puis, vous avez cette option qui, pour moi, est primordiale, même si esthétiquement, il y en a qui n'aiment pas forcément. Alors, vous avez les embouts en carbone, mais ça, c'est une option spéciale qu'on trouvait sur la V12. Et effectivement, ça apporte quand même plus de 200 kg d'appui, qui est quand même, c'est pas négligeable sur une voiture sportive. Et je trouve que moi, esthétiquement, ça amène un équilibre entre la face avant qui est un peu épaisse, un peu lourde, très belle, et l'arrière qui finit sans l'aileron, de manière un peu trop fine, je trouve, pour une voiture aussi badass. On va me dire que. Et puis ça la différencie franchement. Le terme badass. Ça la différencie franchement d'une V8. Sûr. Et alors là, on en vient à parler évidemment du diffuseur qui est monstrueux, qui est à peu près le même diffuseur que le Speedster, qui englobe la même ligne d'échappement que le Speedster. C'est en fait, une seule pièce de carbone. Basse, mais regardez la taille des canules, c'est quand même assez colossal. Et puis alors les ailettes du diffuseur, la manière dont ça remonte, et tout est carrossé en dessous, hein, donc il y a un vrai flux aéro. C'est un diffuseur par choc en fait, c'est vraiment le truc. Les deux font l'ensemble. Alors il y a la configuration, attends, parce qu'on parlait aussi du liseré qui suit toute la voiture. Oui, effectivement, il y avait des liserés. Alors chez Aston Martin, il est possible d'avoir 3 types de, ils appellent ça lipstick, donc liseré en fait un peu rouge à lèvres. Rouge à lèvres, et blanc à fait, lèvres. Effectivement, vous pouvez avoir soit des liserés très fins, soit toute une partie de carrosserie, soit carrément tous les bas de caisse. Ça s'est fait un peu avec parcimonie pour reprendre les couleurs intérieures. Et là, ça reprend le liseré qui est toujours là à l'arrière. Et là, un lipstick un peu plus épais. Tac. Hop. Allez, le coffre. On reste dans une GT. Il y a quand même une belle barre de renfort. On comprend pourquoi la voiture est. Hein, c'est intéressant. C'est une belle barre de renfort. Et regardez, on est dans une version sportive. Le petit parapluie. Mais Aston Martin. L'épaisseur des moquettes qui sont dans gris-bleu. Donc c'est pareil, c'est un ensemble qui va avec le reste de l'auto. Ça fait partie de la configuration. Exactement. Donc vous avez il y a de la place, c'est facile d'accès. Je crois que tu mets tes sacs là-dedans, c'est vachement bien. Le maintien de charge, évidemment, indispensable maintenant sur toutes les voitures. Exactement. Et donc, effectivement, comme le disait Pierre, ce parapluie, signe typique de chez Aston Martin. Et donc, c'est une malle qui est en composite. Je ne crois pas qu'elle soit en carbone. On va passer à l'intérieur. Ouais, montrons quand même. Bah tiens, attends, on va ouvrir les portes des deux côtés. Bienvenue. Bienvenue à vous. Hop. Et simultanément, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, encore une fois, le choix de la config jusque dans les moindres détails. On parlait tout à l'heure, au début de l'essai, du carbone bleu apparent. Donc tous les détails sont en carbone. Même dans les contreports. Il n'y a quasiment pas de plastique dans cet habitacle. C'est impressionnant. Ouais, la qualité des cuirs partout, aussi. Du cuir, de l'alcantara ici. Donc les moquettes bleu, extrêmement épaisses. Surpiqûre bleu avec le cuir blanc. Les moquettes qui sont bleu-grise avec le carbone bleu. Effectivement, voilà, c'est un ensemble réfléchi, pensé, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, parce que ça relève du goût, ça relève d'une configuration, c'est ces sièges déjà qui sont vraiment l'élément spécifique de la V12, des sièges qui assurent un bon maintien et qui sont inaugurés sur cette voiture d'ailleurs. Hein. Là, je vais te les rabattre un peu. Regarde, la coque arrière tout en carbone. Toute fine surtout. Fine, et effectivement avec les airbags en latéral. Voilà, c'est quand même aussi somptueux quand même. Et donc, on en parlait tout à l'heure, les sièges sont électriques, semi-électriques. L'assise est manuelle et c'est rigolo parce que c'est entre les jambes. On a une petite tirette, c'est pas le siège éjectable, hein, c'est juste pour régler l'assise. D'ailleurs, juste derrière, on parle souvent de la sonorité d'une voiture, mais il y a aussi la sonorité de la hi-fi. Donc c'est comme d'habitude chez Aston Martin, ils travaillent beaucoup la hi-fi et il y a des enceintes juste derrière les sièges qui sont percées, donc le son vous arrive en pleine tête. Et en qualité audio et qualité, même si l'infotainment effectivement est issu de chez Mercedes. Donc effectivement, on le voit au niveau des touches et on le voit au niveau de l'écran. Merci, parce qu'à la base c'était quand même du Volvo, c'était vraiment vieillissant. Même si ce n'est pas la dernière génération d'infotainment de Mercedes, c'est facile à utiliser, ça le fait, c'est moderne, c'est pas dernier cri, c'est pas tactile comme dans une SF, mais ça fait le job. Et honnêtement, ça tombera certainement moins rapidement en panne que sur les Ferrari dernière génération, à mon avis. Ensuite, vous avez ce petit écriteau, je crois que Pierre en a parlé en préambule. On en parlait au départ. La vidéo, effectivement. Vous êtes au sein même d'une série limitée, vous êtes l'un des 249 propriétaires d'une voiture pareille. Et oui, c'est quand même, je sais pas, c'est une satisfaction, c'est quand même exceptionnel. Et surtout, j'insiste sur le limité et numéroté, parce qu'aujourd'hui, sans parler de cette config. Des séries limitées, il y en a chez tous les constructeurs, même BM, même Audi, ils se mettent à sortir des séries limitées, mais alors très souvent pas numérotées, donc on ne sait pas vraiment quel numéro on a, on ne sait pas vraiment s'ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Chez Aston Martin, il y a un registre et on peut le consulter, je crois, sur Internet ou sur certains forums. Tous les numéros existent et il n'y en a pas un de plus, voilà, même à l'usine. Avant même de parler du moteur, on a un capot de 4 mètres carrés
de carbone. Une seule pièce de carbone. C'est monstrueux. Non mais puis il reste pas un. C'est une sculpture de centimètres. Ouais. Là c'est vraiment, je veux dire, l'optimisation de l'espace est totale. Le moteur central avant. Et alors pour faire la référence à notre précédente vidéo qu'on a tournée sur une Black Series, ouais. Évidemment le moteur de la Black Series est plus petit. C'était vraiment central. Ouais, il est plus reculé. Derrière l'axe des roues. Là, il y a quand même une petite partie du moteur qui est sur l'axe des roues, qu'on voit ici. Exactement sur l'axe d'ailleurs, avec la barre anti-renvers. La partie avant, ici, c'est toute la ventilation. Donc tout ça est assez léger. Hein, cette partie avant ne vient pas handicaper le comportement de la voiture. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que le bout du V12 est sous le pare-brise. Donc ils ont fait en sorte de le mettre le plus loin possible pour équilibrer les masses. En termes d'ingénierie, 47 dont on parlait tout à l'heure. Ça doit être un petit peu un mal de crâne quand même de faire une auto comme ça avec un si gros moteur. Mais voilà, à la fin, c'est Luke Wensley qui a finalement inspecté et finalisé l'implantation de ce moteur sur la voiture. Et les caches culbus en carbone, c'est également aussi une belle option très coûteuse. Très coûteuse, et alors, le petit rapprochement qu'on peut faire avec la précédente V12, il y avait sur la précédente V12 une très belle barre de renfort. Alors là, c'est carrément une triple barre de renfort. Ouais, le truc est en X, quoi. On en parlait, elle est quand même très rigide, la voiture. On voit une barre de renfort dans le coffre, on voit une barre de renfort ici. La voiture, elle est vraiment posée. Ils ont calculé le truc pour que ce soit, efficace. Ils ont vraiment bossé pour rendre la chose quand même cohérente. Que ça soit pas une saucisse, quoi. Voilà, cohérente, que ça motrice, que ça marche et que ça soit quand même aussi sportif que ça. Ouais. Ça le laisse paraître. Voilà. Allez, c'est parti, direction Saint-Tropez. Il se passe. Ça soufflote hein, quand même. C'est marrant, entre 1000 et 2005, c'est un peu vide. Tu as quand même l'arrivée. On sent l'arrivée des turbos quand même. Je suis un peu rassuré par rapport à ce que je sentais tout à l'heure. Elle cherche le grip un peu, je pense aussi. Hein. Ouais, un petit peu. Mais tu vois, quand tu mets godasse, quand même, ça. On l'entend un peu plus le moteur. Hein, mais ouais. Ah, ça marche. Ça gueule pas. Ça fait pas. Mécaniquement, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Par contre, c'est bien équilibré quand même. En toucher de route, c'est vraiment surprenant. Et là, on peut dire que les conditions de roulage, le bitume, il est tout simplement parfait. Ah ouais, c'est clair. L'avantage du V12 biturbo, c'est que les reprises sont quand même vachement bonnes, sans être piégeuses. Ouais, peu importe le régime en plus là. C'est-à-dire que ça reprend quand même à peu près tout le temps. Et franchement, c'est flat dans les virages. C'est vraiment impressionnant pour une voiture comme ça et de ce poids. Ah, si t'as envie que ça explose plus. Ah, dans le sinueux, c'est un petit peu joueur. Le train avant est précis quand même, je trouve. Hein. Allez. Ah, ça fait un peu de bruit le long du mur quand même. C'est sympa. Ouais. Pour cruiser, c'est super agréable. J'ai l'impression qu'il y a un mode d'utilisation. Donc les barres anti-roulis ont été raffermies. Et alors ce qui est original, c'est que ça bouge pas. Ils ont raffermi l'avant, mais qu'ils ont détendu l'arrière. Ouais. Ah, ça souffle. Waouh, ça marche. Putain. Ouais, ça marche. Elle est plaquée la caisse quand même. Ah ouais, vraiment. Oui, je trouve ça. Après, ça se ressent peut-être plus sur circuit. Mais quand tu me dis qu'ils ont ramolli l'arrière, excuse-moi. Ouais. Je sais pas comment, mais. Apparemment pour que ça passe, mais c'est vrai que ça talonne un peu quand même. Ouais, justement, il y a un peu trop de mouvement peut-être. Alors là, toujours chez Aston. Parfait, ouais. Mais là, c'est parfait pour une utilisation un peu sportive sur route. Ouais. T'es en track partout là? Track partout. Ok. Et c'est très ferme, mais c'est. Tu as une conduite de gentleman, Pierre. C'est pas désagréable. Ouais, t'as quand même envie de. T'as envie de la secouer. Hein. Putain. Ça y va, ça déroule. Hein. Ah ouais, vraiment. Ah, je veux pas me la jouer. Franchement, lâche-toi parce que bon. Non, je veux pas me la jouer énervé, mais là. Vas-y, ESP off. On est au max des aides. Je peux rouler moi. Faut maintenir longtemps, à mon avis. Ah. Voilà, là tu peux faire du tuning. Ça y est. Non mais pas trop quand même. Oui, non mais. Dans une certaine élégance. Là il y a plus de watts déjà. Et ça. Là il y a plus de chevaux, mais ça grippe. Hein. Ça grippe complètement. Après les manufacturiers pour les pneus, ils ont quand même fait des miracles. Je veux dire, Michelin. T'as vu la taille des gommards à l'arrière? De toute façon, c'est pas énorme. C'est pas fait pour burner, mais je voulais juste voir si ça
C'est à un moment, les pneus étaient en défaut ou la voiture était en défaut. La GT12, elle est joueuse. La GT12, c'est beaucoup plus joueur que ça. Ça c'est efficace en fait. Ça m'étonne pas que ça fasse les meilleurs temps sur piste. Hein. Alors peut-être pas dans ce cab, mais en coupé, je suis pas étonné. Hein. Alors, tu mets un petit truc de lover. Alors moi, je voudrais quand même mentionner un petit truc, une petite anecdote rigolote, parce que je sais que les gens adorent les anecdotes. Piero Castor, en avant. Non, mais c'est vrai, ces sièges sont beaux, ils sont confortables. Oui. Si je devais leur trouver un défaut, c'est qu'ils sont enveloppants sur le côté et tu sais, il y a le morceau de carbone là. Oui. C'est assez cassant au niveau des cuisses. Ah, tu te coinces un peu les testicules. Et c'est également cassant sur ce qui est entre les cuisses. D'accord. Il ne faut vraiment pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, il faut vraiment bien viser quand tu t'installes dans la voiture. D'accord. Voilà, donc là je suis content, je me suis pas fait mal. Mais c'est déjà arrivé. Bien, sur cette dissertation... Ça fonctionne encore hein, quand même, heureusement. Non mais... Ça marche hein, quand même. Ça roule vite quand même. Et ça freine hein. Ouais, mais c'est ce que je disais. Pas mal. Ouais. Ça tient bien sa ligne. Ouais. On sent que l'avant il est un peu lourd, mais... Ouais, je trouve que ça se ressent pas comme ça. Vraiment. Ça se campe bien hein, sur les roues. C'est vraiment le couple, il est pas impressionnant quand même. Voilà. C'est impressionnant putain. Ah mais ça marche, hein. C'est vraiment efficace. Sur les freins, tu sens que c'est lourd là quand même. Mais waouh, putain, ça tient le pavé. L'avant, il est impressionnant quand même. C'est fou. C'est fou. Et t'as vu, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. C'est bien suspendu, c'est impressionnant. Ça, c'est... Putain, ok. Bon, en fait, si vraiment tu la titilles, beaucoup plus dynamique que ce à quoi tu t'attends. Ouais. Mais c'est ce que... Mais maintenant, quand même, plus les voitures sont lourdes. Tous les essais ont dit. Hein. Et puis elles encaissent, c'est ça qui est impressionnant quand même. Ouais, et pourtant là, t'as pas de roue arrière directrice, t'es quand même sur un truc un peu... Il y a de la techno, mais... Ouais. On sent qu'elle est posée. Hein. Ouais. Finalement, une Aston, voilà, pour des départementales rapides. Je pense que c'est dans le serré qu'elle est mal à l'aise, mais alors... Là, sur ce type de profil, c'est impressionnant. Hein. Ouais, alors dans le serré au frein, peut-être. Ouais, mais sinon... Et à la réaxel, tu as quand même du couple assez vite. L'avantage du biturbo, je pense qu'elle s'en sort pas mal, même dans le serré. Ouais. T'as envie de mettre du gaz, hein? Ouais. Mais vraiment, ce moteur, il mérite d'avoir plus de souffle. Putain, c'est bon quand même. Hein. Tu la places où tu veux quand même. Hein. Ouais. Et l'attaque de frein, elle est un peu... Au départ, il n'y a rien, puis d'un coup, tu sens qu'il y a du frein. Faut pas hésiter à appuyer quand même. Très progressif, l'axel. Et finalement, la mise en entrée des turbos, t'as pas l'impression que c'est un turbo presque. Ouais, c'est vrai. Tellement c'est lisse. Comme un Atmo. Tellement c'est lisse. Et là, j'accélère pied dedans. Hein. Ça fait pas peur. Hein. Non. Putain. Ça commence un peu à chanter. Bon, ben voilà. Ça... La vache. Ah oui, t'es gris, putain. Ah ouais, ça commence à sentir le chaud là. Ouais, un peu. Franchement, je suis très agréablement surpris de la stabilité générale de la voiture. Ouais. Pour apprendre à la connaître petit à petit, il faut se souvenir qu'elle est lourde quand même quand tu te mets à rouler fort. Mais sinon, non, elle répond bien. Hein. Ça fait le job. Juste, j'ai envie qu'elle fasse plus de bruit. Ça, c'est pas une blague. Hein. Tu vois un petit peu quand tu accélères un peu à mi-régime comme ça, mais... Ouais. Puis bravo à Michelin quand même, parce que ça passe 700 chevaux au sol sans broncher. Sur du 4S. Allez, c'est le moment de recapoter. On recapote. En un temps record. Exactement, 6 secondes 5. Et comme on capote, on clôture également ce chapitre de ce très bel essai. Bon, un petit essai fatigant. Oui, parce qu'en fait, les pneus ont pris... c'est quand même en rentrant, on a essayé de tester un peu les remous, les grandeurs nature. C'est-à-dire qu'on était sur l'autoroute, décapoté. On a dû prendre l'autoroute. On a dépassé
somme toute très légèrement les limitations, mais tout simplement pour tester. On s'est pris quelques remous dans le visage. Ouais, les remous sont assez intenses. Du coup, on est complètement épuisé. Voilà, donc on est un peu décoiffé, un peu épuisé, mais c'est pour la bonne cause. En tout cas, la conclusion, c'est que c'est une surprise d'efficacité quand même, vraiment. C'est à la fois décevant de ne pas retrouver autant de ressenti que dans la GT12. Autant de folie. Mais en même temps, ils ont assagi la voiture pour qu'elle soit plus facile à utiliser. Une GT12, c'est vrai que c'est clivant, alors que ça… Ouais. En fait, c'est une Aston dans la lignée Aston. Voilà. Donc en fait, si on s'attend d'une Aston qu'elle soit belle, elle l'est. Qu'elle soit confortable, elle l'est. Même si on a vu que sur les petites routes en rentrant, c'est quand même assez ferme. Ouais, ils n'ont pas oublié de faire un truc assez ferme quand même. Voilà. Les modes de conduite sont ça chante, pas si larges. C'est élégant, ça manque un peu, ça manque d'un brin de folie. Et effectivement, la plus grande surprise pour moi aussi, comme pour Pierre, c'était finalement lorsqu'on roulait vite quand même, eh ben, la voiture était étonnamment posée. Elle tenait bien son virage, bien sa ligne, bien campée sur ses 4 roues. Les trains roulants sont super bien travaillés. C'est assez impressionnant. C'est vraiment efficace, c'est moderne dans son c'est très moderne. C'est une interprétation très moderne. C'est extrêmement moderne. À un moment, on le disait, alors c'est parfait comme le sont les voitures modernes, extrêmement développées. Ça manque un petit peu d'années 2000-2010 où on construisait des voitures un peu sans compromis. Là, il y a quand même du compromis dans cette voiture. C'est ce qui fait que c'est facile à utiliser. Les clients à qui on en a vendu en sont très contents. Sur la route retour, un client à qui on a vendu une autre configuration verte m'appelait et il me disait quand on est au volant de ça, j'ai plus envie de conduire autre chose. Donc il va certainement vendre sa Lusso parce qu'il n'y voit plus vraiment grand intérêt une fois qu'il a ça. En fait, on s'y sent bien. Moi, à chaque fois que j'ai roulé en V12, je me suis toujours dit que ça pouvait être un daily idéal. C'est-à-dire une voiture à utiliser qui crée la différence parce que quand on la voit, elle a quand même une plastique, il y a une esthétique ça ressemble à rien d'autre. Hors norme. Et en plus, il y en a pas du tout. Je veux dire, l'exclusivité incroyable qu'on a avec rouler dans des engins pareils et en même temps une facilité, une faculté de l'utiliser comme on veut, quand on veut. Et même quand on appuie franchement et qu'il y a 700 chevaux sur les roues arrière avec un gros moteur à l'avant, ça motrice et ça marche. Donc, et quand on aime bien comparer et puis le côté un peu… c'est vrai que dans nos conclusions, on parle souvent d'une comparaison commerciale parce qu'évidemment, nous, on est une entreprise qui vend des voitures. On en a parlé… Ce qui n'empêche pas de les critiquer. Non, bien sûr. On en a parlé dans la vidéo. C'est une voiture qui se met en face d'une 812 GTS. C'est autrement plus exclusif qu'une 812 GTS. Non pas qu'on n'aime pas cette voiture, mais c'est vrai que là, c'est plus boursouflé. Il y a plus de caractère esthétique. Peut-être un petit peu moins de caractère moteur. La 812 GTS en moteur va être un peu au-dessus. Mais en utilisation et en efficacité, ça, c'est quand même impressionnant. Celui qui nous l'achète, je lui offre la ligne d'échappement. Ah oui. Le défi est lancé. Il achète, je lui offre la ligne d'échappement et vraiment, il va vivre sa meilleure vie, c'est sûr. Il manque, le bruit est un peu trop polissé, mais en fait, le bruit c'est très chic. Le bruit est trop 2023. Maintenant, il y a des FAP, tout est un petit peu étouffé. Donc voilà, elle est juste dans son temps. Je pense que les ingénieurs aussi chez Aston Martin ne peuvent pas forcément suivre leur instinct comme ils le faisaient dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, quand ils ont des idées, je pense qu'ils ont encore des idées un peu folles pour sortir des trucs comme ça. Aston Martin, c'est une génération 2.0. Je pense que l'impulsion derrière de la famille Stroll est différente. Les ingénieurs qu'ils ont recrutés, ils avaient des objectifs différents. Tobias Moer, c'était un ex-AMG. Il a voulu faire un peu de Mercedes là-dedans, peut-être. Il y a un peu de Mercedes, c'est vrai. De toute manière, et pour clôture, c'est le dernier V12 que Aston Martin ne fera jamais. C'est le dernier V12 dans une Vantage. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur le site d'Aston Martin. Donc, c'est la dernière fois que vous voyez un truc pareil. Et ça restera à l'avenir, ce sera du V8, de l'hybride. Ça restera dans la légende quand même, parce qu'une voiture comme ça aussi limitée, 333 en coupé, 249 en cabriolet, quand elles sont bien configurées comme celle-ci, c'est des voitures qui perdureront dans le temps. Nous, on parle souvent à nos clients. La beauté, ça ne se fane pas. On essaie de guider nos clients vers des choses qui sont exotiques dans le temps. Parce que c'est bien rigolo d'acheter une voiture comme ça, d'être excité sur le moment. Mais très souvent, même certaines voitures de sport, on s'en lasse au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans. Ça, normalement, dans 10 ans, 15 ans, on en parlera encore parce que c'est tellement exclusif, tellement rare, tellement beau que ça va forcément perdurer, c'est sûr. Donc, merci de nous avoir suivis encore et d'avoir regardé cette vidéo. On espère que petit à petit, on s'améliore, que ce soit sur le rendu visuel ou sur nos commentaires. N'hésitez pas à nous dire en tout cas
ce que vous en pensez comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous dire ce que vous en pensez et surtout à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Allez voir notre stock sur le site internet. On essaiera des voitures qui sont évidemment en stock à nous. Donc malheureusement pas tout le stock, mais à peu près 70% des voitures qui sont sur notre site internet sont à nous. Donc ça vous laisse un large panel pour choisir. Et puis nous, on réfléchira aussi de notre côté à ce qu'on peut essayer et ce qui nous excite, ce qu'on a envie de vous faire découvrir et de découvrir nous aussi. Donc voilà, merci encore pour votre fidélité et puis à la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao.